Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Bienvenue à tous, salut Judith. Heureuse de vous retrouver, salut Olivier. C'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils font le pari de la création, le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur parcours. C'est excellent et on le prouve. Sophie Rosenzweig et Keren Han sont aujourd'hui vos invités. Soyez toutes les deux les bienvenues. Bienvenue mesdames. Merci. Merci, bonjour. Sophie Rosenzweig, vous êtes une femme héroïne. Vous faites partie de ces héros ordinaires que l'on côtoie sans le savoir. Reporter de guerre depuis plus de 25 ans, altruiste au grand cœur qui donne de son temps et de son amour à des enfants au bout du monde, vous êtes la fondatrice de l'association Voix sans frontières. Et ce qui est beau dans votre parcours, Sophie, c'est que vous avez su forger, après toutes ces années passées à couvrir les guerres de notre monde, un engagement pour la sauvegarde de l'humanité. On va parler avec vous de résilience, de vos propres combats et au fond, d'espoir. Oui, Sophie Rosenzweig, avec le pasteur Frédéric Setozzo, vous avez créé en 2017 Voix sans frontières, une association qui forme des chorales d'enfants traumatisés par la guerre en Ouganda. Vous offrez à ces anciens enfants soldats une nouvelle voie, c'est le cas de le dire, vers eux-mêmes. Se soigner avec le chant, guérir avec sa voix. Keren Han, votre voix, à vous, vos mots et vos notes de musique nous charment depuis le début de ce siècle encore jeune. Avec Benjamin Biolay, vous avez offert, on s'en souvient tous, un sublime jardin d'hiver à Henri Salvador, c'était en l'an 2000. En mars dernier, vous nous êtes revenu avec Bleu, votre 10e album studio. Alors des Bleus, on en connaissait déjà quelques-uns, on sait maintenant qu'il en existe un autre, le Bleu Keren Han. Il ne ressemble qu'à vous. Chacune de vos chansons donne le sentiment d'avoir été pensée, désirée, aimée, ciselée, avec soin et exigence. C'est de la chanson bien sûr, mais d'une certaine façon de l'orfèvrerie aussi. La SACEM ne s'y est pas trompée, elle qui il y a quelques jours a salué la créatrice et l'interprète que vous êtes, en vous décernant le Grand Prix de la chanson française. Sophie Rosenzweig, Keren Han, vous avez beaucoup à nous dire, vous avez aussi beaucoup à vous dire, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez, ça annonce passionnant. Sud Radio, c'est excellent et ça commence maintenant. Quand on dit que la musique, c'est magique, il suffit que je prononce son nom pour entendre la sienne. Keren Han, elle chante comme ça. On sait qu'il suffit d'être seul. Le monde est grand quand on est vraiment seul. Je sais qu'il suffit d'être seul pour tuer le temps et ne plus être seul. Suffit d'être seul. Et d'ailleurs, où vivent les sirènes, ailleurs où le courant nous mène, ailleurs aux portes de l'Éden, ailleurs au paradis ou même ailleurs. I'm petrified of emptiness and let aside the loneliness the lovers tend to break me into. If you were to come back to me in pieces or in melody, there couldn't be a better way through. My name is trouble, my first name's a mess. Born to deceive you, brought up to redress. C'est un bonheur de vous entendre à chaque fois. Et c'est aussi une joie de vous avoir parmi nous, Keren Han. On aime aussi beaucoup la façon dont vous avez d'avancer dans votre art, dans votre métier, sans heurts, sans tapage. Chacun de vos mots, chacun de vos notes sont choisis. Je me trompe si je dis que votre voix et vos musiques, en somme, ne ressemblent qu'à vous? J'espère bien, puisque mon souhait était de trouver un son à moi. Donc c'est vrai qu'au départ, on s'inspire énormément de ceux qu'on a écoutés. Et dans mon cas, j'ai eu des modèles qui avaient leur son à eux, leur son dans leur écriture, leur son dans la manière, dans leur syntaxe, leur son dans la voix. C'est un peu la fenêtre de ce qu'ils apportaient musicalement. Et donc, avant d'avoir le sien, c'est pour ça que je dis souvent, c'est vrai que là, on écoutait un medley, donc il y avait une chanson de 2000, une chanson de 2002 et une chanson de 2011. Tout à fait. D'ailleurs, on entend l'évolution. Oui, non, puis on a sauté. La première vous a surprise un peu. Oui, parce que je pense que je ne l'ai pas écoutée depuis 18 ans, peut-être. Et quand vous l'avez entendue, là, à l'instant, Qu'est-ce que ça m'a fait bizarre. Je vous ai vu, oui. Oui, ça m'a fait bizarre. En fait, c'est fou parce qu'on vit souvent
quand on écrit un chapitre, par chapitre, je dis une sélection de chansons. C'est comme un peu une série de chansons qui deviennent un chapitre d'une vie sonore. On fait l'album, on enregistre l'album qu'on a envie d'écouter d'une certaine manière, qu'on a envie de raconter. Et on a envie qu'il soit intemporel et puis qu'il ait un sens aussi plus tard, sans penser au lendemain, parce qu'on fait ce qui nous plaît sur le moment, mais en fait, on a envie que ça soit intemporel. Et parfois, on écoute des sons comme ça du passé et on se dit, est-ce que c'est intemporel ou pas? C'est un questionnement. C'est un peu ça que ça m'a évoqué d'entendre cette chanson seule. Mais moi, je trouve que c'est intemporel. Merci, en tout cas. Et Kerenan, qu'est-ce qu'elles nous disent de vous, ces chansons? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse partie de vécu, d'expérience personnelle? Toujours, même quand c'est pas mon histoire, même quand elle est empruntée, même si je prends l'histoire d'un autre ou d'une autre, j'ai besoin de connaître ne serait-ce que l'émotion que je raconte pour pouvoir le raconter. Parce que pour moi, l'écriture de chansons, cette manière d'écrire, il faut qu'elle soit très très authentique, sinon elle ne marche pas, sinon notre son il ressort pas. Donc en ce qui me concerne, c'est toujours très 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 intime, même si je prends une histoire qui est beaucoup plus grande que la mienne, même si c'est une histoire qui se passe entre des environnements inconnus pour moi ou des continents. J'ai besoin de le ramener entre quatre murs. Et les sujets qui m'intéressent toujours, l'amour, la fraternité, l'amitié, des choses que j'aime investiguer, je le fais dans ma vie afin de me dire qu'on n'est pas tous très très différents et que ça peut toucher les autres. Il y a quelques soirs, à Playel, la SACEM vous a remis son grand prix de la chanson française, catégorie créatrice-interprète. Alors je le sais, j'y étais, vous y étiez, magnifique. Et je me suis dit à votre place, qu'est-ce qui doit lui passer à travers la tête, là, en ce moment, Kerenan? 20 ans de carrière, se retrouver sur la grande scène de Playel, la SACEM. On l'est à la fois dans la maison des artistes, et puis voilà qui vient, sinon couronner, je crois pas, parce que vous avez encore beaucoup à dire, beaucoup à écrire, mais saluer au passage 20 ans de création. Ça m'a énormément touché ce prix, surtout aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand on enregistre et on sort régulièrement des albums, et puis dans mon cas, j'ai un lien avec la SACEM aussi, pas qu'à travers les chansons que je chante, aussi les albums et les chansons que j'écris pour les autres, ou les musiques de films, ou le travail pour le théâtre, ou la danse contemporaine. J'ai un lien qui est dans tous les aspects de la musique, mais c'est vrai que celui qui, pour moi, est le plus fort et celui qui me satisfait le plus, c'est le songwriting, c'est celui où on écrit des chansons, parce que je pense que dans une espèce de moment de 3 minutes 30 avec une architecture d'un début, un milieu, une fin, avec des couplets et des refrains, on raconte une histoire, on choisit comment la raconter avec nos mots et avec les notes de notre zone de confort ou pas, mais en tout cas donc j'étais très heureuse de recevoir ce prix pour la création des chansons, très heureuse d'avoir le prix des pairs. Parce qu'en fait, justement, c'est un peu ça. À un moment, quand on a une carrière, et moi, je suis très reconnaissante d'avoir une belle carrière et d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent dans mes délires musicaux. En fait, on se rend compte que quand on commence et quand on démarre, on apporte une nouveauté. Donc, c'est peut-être plus instinctif de nous recevoir avec des fleurs, de nous couronner, alors que quand les années passent et que ça devient peut-être plus banal de surprendre, souvent on est un peu effacé de plein d'endroits comme ça, plein de lieux comme ça où on peut être récompensé. Et le fait que cette année, enfin aujourd'hui, en 20 ans de carrière, la SACEM m'a récompensé, ça m'a énormément touché, oui. Et d'ailleurs, au fil, pardonnez-moi Judith, Je vous en juste une prie. remarque avant la question de Judith, au fil des années, c'est vraiment ce que vous avez fait, moi j'ai le sentiment, créer un univers, au-delà des succès, des hits, on en a tous besoin. Vous avez créé un univers, encore une fois, qui ne ressemble qu'à vous. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Kerenan. Kerenan, vous pensez que la musique, elle peut être un pont vraiment entre les mondes, les cultures, les hommes? Totalement, et puis c'est un point essentiel. Je pense que c'est peut-être le seul langage qui est ressenti de tous. Même ceux qui n'entendent pas les fréquences, c'est vraiment une manière de communiquer. On apprend avec la vie à se connaître, à savoir quels sont les sons et les fréquences qui nous font du bien, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous mettent dans un état euphorique, ceux qui nous calment, ceux qui nous rendent sereins. Et je pense que, en tout cas, je connais pas la vie sans. Je n'aimerais pas connaître un monde sans musique. Je pense que c'est vraiment la seule chose, en tout cas, dans ma vie à moi, c'est la seule chose qui est solide et qui ne m'a jamais trahi. C'est beau.
Et c'est cette musique, cette même musique qui vous a permis les voyages, les rencontres, tout ce que vous avez vécu, ou vous pensez que d'un certain côté, vous auriez pu le vivre quand même, tout ça? J'aurais jamais vécu tout ça si ce n'était pas pour l'écriture et la musique et l'échange et le fait de me retrouver tous les soirs dans un lieu et de m'imprégner du son de ce lieu, de la journée que j'ai passée avant moi, des gens qui sont avec moi sur scène, ou quand je suis seule sur scène, les gens qui sont dans l'interaction avec moi pour remplir la salle de son. Tout ça, c'est des choses qui m'emmènent en plein d'endroits dans le monde. Il y a aussi les moments d'après dans les chambres d'hôtel qui me permettent d'écrire des choses et de raconter des choses. Je pense que sans la musique, j'aurais pas vécu tout ça, non. On a bien fait de vous inviter, Keren Anne, vous restez avec nous. Votre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, celle d'un ancien capitaine de la marine marchande qui a eu la bonne idée d'un retour en arrière, ça va vous surprendre, à la grande époque de la marine à voile. Sud Radio, c'est la Made in French Tech. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Il s'appelle Michel Péry, il était capitaine de navire de marine marchande. Lui et d'anciens officiers navigants, comme lui, donc, se sont rendus à cette évidence que les enjeux climatiques allaient conduire le monde du shipping, c'est ainsi qu'on le nomme, à envisager de nouveaux modes de propulsion pour améliorer leur performance environnementale. Oui, précisons que le transport maritime, qui représente à lui seul 7% de la consommation mondiale de pétrole et qui est tout particulièrement concerné par la réduction des émissions polluantes à effet de serre, d'autant que les carburants utilisés à ce jour pour faire avancer les bateaux sont très polluants, notamment en raison de leur teneur en dioxyde de soufre. Et la force de ce constat, l'équipe dirigée par Michel Péry s'est tournée vers une énergie totalement propre, inépuisable, gratuite, le vent. Néoline, c'est le nom de la start-up qui a fondée à Nantes il y a 4 ans, a donc développé un système de propulsion vélique, autrement dit à la voile pour les futurs bateaux marchands. Des voiles high-tech, les bateaux ne sont plus en bois, ils vont permettre de diviser par 2 l'énergie nécessaire pour parcourir un mile nautique, soit 1,8 km. J'ai bossé mon sujet, Olivier. Ah ben, je vois ça, je suis admiratif. On aura toujours besoin de moteur évidemment pour les manœuvres au port, mais ce mix énergétique va permettre d'économiser entre 80 et 90% de la consommation de fuel. Ça laisse songeur, Valérie Solvy. Tout à fait. Ces bateaux à 2 ou 3 mâts navigueront probablement sur l'Atlantique Nord entre 2020 et 2021. Le groupe Neopolia a passé commande de 2 premiers navires cet été. Ils doivent être livrés en fin 2021. Un bateau, c'est tellement plus beau avec des voiles, Olivier. Et un marin avec son pompon. Ah bah oui aussi. Hein. Vous restez avec nous, c'est excellent. On revient dans un instant avec Sophie Rosenzweig et Keren Anne. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Sud Radio, c'est excellent. C'est excellent, c'est l'émission qui réunit celles et ceux qui ont fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est excellent, vous racontent leur parcours et leur histoire. L'histoire aujourd'hui de Sophie Rosenzweig, grand reporter et fondatrice de l'association Voix sans frontières, ainsi que Keren Anne. Sophie Rosenzweig, vous êtes donc aujourd'hui grand reporter pour Arte, que vous avez d'ailleurs rejointe dès ses premiers balbutiements. Vous êtes une pionnière. Et oui, je suis bien vieille maintenant. Mais j'ai pas dit Qu'est-ce ça. que vous voulez dire? Bien au contraire. Et parallèlement à votre carrière de journaliste, vous êtes venu à la musique, le violoncelle d'abord, et puis le chant gospel. Et il y a 2 ans, avec le pasteur Joseph Setozzo, Frédéric, pardonnez-moi. Joseph, c'est très religieux aussi, c'est bien. Frédéric, c'est pas mal. Comme ça, on va se mettre tout le monde d'accord, c'est œcuménique. Vous avez fondé l'association Voix sans frontières. Lors de l'un de vos nombreux déplacements internationaux en zone de conflit, vous vous retrouvez au Sud-Soudan. Vous découvrez un exode nocturne massif vers l'Ouganda. Alors, on n'était pas au Sud-Soudan exactement, on était à la frontière ougandaise. Oui. D'accord. Et il se trouvait que c'était le début de la guerre avec le Sud-Soudan. Et les gens arrivaient, enfin les femmes et les enfants arrivaient 4000 par jour. C'est ça, il y en avait 4000 par jour. C'était un conflit ethnique à la machette. Et je vous laisse imaginer dans quel état arrivaient les femmes et les enfants. Et le camp a été monté de manière complètement improvisée par l'ONU, puisque les gens arrivaient dans tous les jours, plus de 4000 tous les jours. Et c'était terrifiant. J'avais déjà fait plusieurs conflits dans ma vie, et je crois que c'est le conflit après le conflit somalien, celui qui m'a le plus marqué, parce que toutes les femmes arrivaient dans un silence total. Et j'ai dit à mon caméraman, tourne le silence dans le camp. À l'époque, le camp avait 280 000 personnes. C'est-à-dire, c'est la taille de la ville de Strasbourg. Il fait 250 km². Aujourd'hui, c'est le plus grand camp du monde, après celui des Rohingyas. Personne ne sait que ce camp existe. Il s'appelle le camp de Bidi Bidi. Il n'y a pratiquement que des femmes et des enfants. Toutes les femmes ont eu au moins un viol sur le chemin.
Les enfants, elles n'ont jamais toutes leurs enfants. Enfin, c'est une situation absolument terrifiante. On connaît l'enfer. Là, on le voit, l'enfer. On le vit. Et quand on était là, j'étais au milieu du camp. J'étais la seule blanche. Et je voyais tous ces gosses qui s'agrippaient aux vêtements de leur maman, aux haillons de leur maman. Et il n'y avait pas un son. Et moi, pauvre petite chanteuse de gospel, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et c'est absolument pas possible. Il faut qu'ils respirent. Il faut qu'ils respirent. Ils peuvent pas rester hébétés comme ça. Et donc, j'ai pris une calebasse qui était là. Et j'ai commencé à chanter un chant gospel. Et j'ai vu un tout petit garçon qui avait 2 ans, qui a commencé à dodeliner de la tête. Et je me dis, ça y est, c'est ça qu'il faut faire. On va réenchanter leur vie. Alors, c'est une histoire complètement folle, parce qu'on ne savait pas où on mettait les pieds. J'avais jamais travaillé dans un camp de ma vie. J'en avais beaucoup tourné pour Arte. Donc, je connaissais toutes les complications de vie de camp, mais j'avais jamais été faire des workshops dans des camps. Et vous pouvez pas vous imaginer ce qu'ils nous ont donné, ces gosses. Parce que c'est tellement émouvant de redonner par le son. Vous parliez tout à l'heure, Kerenan, merveilleusement, en disant que la musique était un pont. Mais c'est un pont, mais c'est magique. On n'a rien de commun avec ces enfants. Ils ont vécu l'horreur, ce que nous n'avons jamais vécu de notre vie. On n'imaginera jamais ce que c'est que l'horreur. De voir ses parents découpés à la machette, de voir ses frères et sœurs découpés, c'est une horreur. Et leur donner juste un son. Et leur dire, voilà, tu te reconstruis à partir de ce son. Et on les voit physiquement. Le son, il vibre dans leur corps. C'est-à-dire que la vie, elle reprend avec la musique. C'est un cadeau. C'est complètement dingue. Vous faites ce cadeau-là à quelqu'un, mais vous sortez, vous êtes aussi touché que le gosse qui commence à revivre. Et moi, je suis aussi touchée que ce que vous... Enfin, c'est On l'est tous, impressionnant. hein. On est tous très touchés par votre histoire. Hein, Non, mais il faut venir dans le camp. Il faut venir, il faut voir comment ça se passe. Et excusez-moi, mais en fait, au bout d'un moment, seulement observer, raconter quand on est grand reporter, c'est plus possible, en fait, dans des situations pareilles. On imagine. Non, il y a un moment, on se dit... moi, je me retrouvais avec des Enfin, ces femmes étaient à côté de moi. Elles disaient quasi rien de leur souffrance, parce que c'était devenu banal. Je me disais, mais c'est pas vrai, quoi. Moi, je vais rentrer à Strasbourg, dans ma belle télé, et je vais passer à autre chose demain, et j'irai faire les courses, et la vie continue. Et je peux pas laisser ces gosses-là. Non, c'est pas possible. Il y a un moment, on est journaliste, il y a un moment, on se dit... on passe notre temps à témoigner, il y a un moment, il faut faire aussi quelque chose. Pour resituer, pour Kerenan, pour Valérie Solovy, pour celles et ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, un peu d'histoire pour nos auditeurs. En 1988, s'est déclarée donc une guerre civile en Ouganda. La LRA, l'armée de résistance du Seigneur, créée par le sinistre Joseph Kony, qui est toujours d'ailleurs recherché, il est toujours en liberté. Tout le monde sait où il est. Tout le monde le sait. Tout le monde sait où il est. Joseph Kony donc s'est mis en guerre contre le gouvernement de l'époque. Il en sera chassé en l'an 2000, laissant dans son sillage, donc vous l'aviez souligné il y a quelques instants, une armée composée d'enfants soldats, désœuvrés et parqués dans des camps. Cette armée elle était composée de centaines de milliers d'enfants soldats. Il y en a 200 000 en Ouganda. 200 000. 200 000 en Ouganda. Il faut savoir une chose. On dit enfant soldat, ça paraît très abstrait comme ça. Un enfant soldat, c'est quoi? C'est un petit garçon, une petite fille de 4 ans qui est pris. Et on lui dit, si tu tues pas ton père ou ta mère, ou les gens La autour de toi, Kalachnikov, c'est ça non, souvent à la machette, À la machette. c'est toi qui seras tué. Donc, vous imaginez ce que c'est comme traumatisme. C'est inimaginable. Enfin, on peut pas s'imaginer. Nous, on avait dans le groupe 60 enfants soldats et des jeunes filles, enfin, elles sont des petites filles esclaves sexuelles. Et quand il y en a un qui n'arrivait pas, c'était très très émouvant. C'était le chef des enfants soldats. Il devait avoir... Alors, on dit toujours qu'ils ont 17 ans et demi parce que dès qu'ils ont 18 ans, ils deviennent criminels de guerre. Donc, pour nous, dans notre association, ils sont mineurs. Tous. Comme ils n'ont pas d'acte de naissance, c'est pas grave. Parce qu'on veut pas qu'ils soient criminels de guerre. Parce qu'on veut les rééduquer par la musique. Oui, bien sûr. Le chef n'arrivait pas à sortir un son. C'est-à-dire que la violence de ce qu'il avait vécu était tellement forte qu'il n'avait plus de structure vocale. C'est-à-dire que ce qui m'avait frappé, déjà, ils n'arrivaient pas à danser ensemble. Or, quand vous voyez des enfants qui n'arrivent pas à danser en rythme, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, l'oreille interne est tellement bousculée qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc, on a commencé à faire des chants, du travail de voix, technique, de gospel, quoi, vraiment du travail à l'africaine. Et il arrivait à rien sortir, le gamin, rien sortir. Et il se met à pleurer et il nous dit, vous savez, moi, après 50, j'ai arrêté de compter. C'est-à-dire qu'il avait tué... Il nous disait qu'il avait tué plus de 50 personnes. Et on s'est dit, si lui, on n'arrive pas à le faire chanter, on va jamais faire chanter les autres. Et donc, on s'est mis à 5 à le faire chanter. Au moment où il a commencé à sortir un son,
il y a un son qui est sorti de son ventre. Il y a eu un flot de larmes qui est monté et tous les autres enfants ont pleuré. Et nous aussi, on pleurait évidemment parce que c'était tellement émouvant. Et après, il a dit, moi, je vais devenir chanteur. C'est magnifique si vous arrivez à les amener vers Eh bien, là. ils ont fait leur premier concert il y a 3 semaines. Ah, c'est beau. Et on Pour était bien très fiers de comprendre, ça. Sophie Rosenzweig, ses enfants, vous leur apprenez à faire sauter les barrières, vous leur apprenez à aller enfin à la rencontre de l'autre ou de nouveau, incarner son corps, apprendre à se connaître, refaire confiance. La musique, elle guérit, vous le dites et vous l'avez déjà prouvé. Oui, la musique guérit. La Comment musique, vous c'est le faites meilleur instrument, c'est le plus simple instrument du monde pour guérir quelqu'un. Alors on fait, bon, on n'est pas. Alors j'ai des chefs de chœur. Moi, je suis pas chef de chœur. Je suis une très mauvaise chanteuse. Je chante toute la journée, mais mal. Du gospel en plus. Donc ça veut dire que je braille. Mais ça a un pouvoir de libération qui est absolument énorme. Et donc on travaille sur du gospel. Tous mes chefs de chœur, il faut savoir, sont des gens qui sont de Strasbourg, qui sont d'un quartier très difficile de Strasbourg, qui sont des très très bons musiciens, mais qui n'ont pas fait le conservatoire pour des raisons XY. Et le fait de venir en Afrique, alors qu'ils sont évidemment d'origine africaine, mais qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, leur fait leur reconcentrer sur leur africanitude. Et ça, c'est super intéressant parce que ça guérit les deux côtés. C'est-à-dire que les chefs de chœur strasbourgeois d'origine africaine se rendent compte qu'ils peuvent faire quelque chose avec leur voix. Et les enfants en face se rendent compte qu'il y a d'autres qui sont africains comme eux, mais qui se servent de leur voix. Et ce partage-là, un jour, on était dans le camp. Alors, il faut... À Bidi-Bidi, le camp fait 250 km² quand même. C'est-à-dire, c'est une ville. Hein, on est dans un camp-ville. Et je cherchais un des chefs de chœur de Strasbourg. Et je dis à un des gamins, vous avez vu Dadou? Et le gamin de Bidi-Bidi me dit, ah, le black qui marche comme un blanc. Et j'ai dit, comment ça, il marche comme un blanc? Il me dit, oui, il marche comme un blanc. Et donc, il voyait des choses que nous, on ne voit pas. Et je me suis dit, mais ils ont une telle richesse, et musicalement, ils ont envie de faire tellement de choses, ils ont tellement de choses à dire, parce qu'ils ont vécu mais l'impensable et l'indicible. Et de telles douleurs, on ne peut les dire qu'en musique. Très honnêtement. Sophie Rosenzweig, j'ai envie qu'on les écoute, justement. Volontiers. Ces enfants chanter un court extrait. Merci à Lucille Montier qui réalise cette émission, Merci, de Lucille. l'avoir retrouvée. Et j'ai en mémoire le sourire qui s'affiche sur le visage de cette petite fille dont la maman a été kidnappée. On la suit toujours dans son reportage. Comment Oui, elle s'appelle Patience. Patience. Elle s'appelle Patience, c'est extraordinaire. Alors, cette petite fille a une histoire extraordinaire. Sa maman a été kidnappée et sa maman a eu le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'elle est devenue elle-même... elle est rentrée dans la LRA. Et donc, a abandonné cette petite fille. Et quand on est allé... l'année dernière, on a fait un grand concert à Kampala et cette petite fille n'avait pas le droit de venir. L'oncle, par alliance, avait décidé qu'elle ne viendrait pas. Donc, on est allé la chercher dans zone rebelle pour la faire chanter. Et donc, on a fait 5 heures de voiture en zone rebelle pour aller la chercher. Et quand elle nous a vu arriver, elle était complètement estomaquée parce qu'on est venu la chercher. Et je lui ai dit, mais on t'emmène, tu viens chanter à Kampala. Bon, la gamine a été folle de joie. Je lui ai dit, mais attention, il y a un challenge quand même. Tu as 6 solos à apprendre pendant les 8 heures de route avec les 4 voix, puisqu'on chante a cappella. Elle a dit, no problem, ma'am. No problem, ma'am. Et elle est pas dans le bus, elle a appris les 6 solos. Et elle est arrivée à Kampala. Il y avait la star ougandaise qui est venue nous rendre visite, qui s'appelle Eddie Kenzo, et qui a un groupe qui s'appelle les Ghetto Kids, qui sont des enfants de la rue qui dansent extrêmement bien. Et la petite Patience a dansé, et il m'a dit, mais je la veux dans les Ghetto Kids. Donc cet enfant a une histoire qui est complètement dingue. Normalement, elle n'avait absolument aucun avenir, et là, elle va faire une carrière musicale, c'est évident. Restez Bravo, avec nous, Sophie. Sophie Rosenzweig. On va y revenir dans les prochaines minutes. Elle a le sens de l'art et des belles manières. Valérie Solvy nous rejoint sur Sud Radio. Oui, Valérie, avec vous, la lumière devint enfin une poésie. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonjour Valérie. Bonjour. François Mauriac disait « Une minute de lumière fait resplendir la nature transie ». C'est dans les nouveaux mémoires intérieurs, en février 65, qu'il a écrit ça. Mais savez-vous qu'il affirmait aussi pouvoir reconnaître entre mille la lumière de janvier?
En cette période de l'année, la lumière vient à manquer. C'est donc de la bougie que je vais vous parler. Un peu d'histoire et de lexicologie. Pendant des siècles, la chandelle était utilisée pour s'éclairer. Elle se distingue de la bougie par sa matière première, généralement du suif de mouton et du bœuf, et constitué d'un jonc. Le mot bougie est apparu dans la langue française au XIVe siècle, tiré de Bougaïa, nom d'une ville maritime d'Algérie. On doit l'actuelle bougie à la convergence des connaissances et des lumières de deux chimistes, l'un suédois et l'autre français, au milieu du XVIIIe siècle. La bougie, telle qu'on la connaît, fut développée au milieu du XIXe. Aujourd'hui, elle peut être en cire, en cire animale. Le plus souvent, elle est d'ailleurs en cire d'abeille. C'est la bougie des églises et des monastères, celle des fabrications ancestrales et artisanales. Mais la bougie moderne est en cire minérale, extraite des résidus solides du pétrole. Elle possède un point de fusion plus élevé, ainsi elles font moins vite. Elle est plus lisse et supporte mieux les colorants. Les nez affûtés savent faire la différence en cire végétale et minérale. Mais au fond, peu importe la bougie que l'on choisit, elle nécessite toujours un savoir-faire et une manière. L'art est la manière d'allumer les bougies d'un chandelier, en commençant par celle du centre pour ne pas s'y brûler. L'art est la manière de bien les éteindre avec un mouchoir. Non pas le mouchoir en tissu que vous connaissez, mais un mouchoir, en fait, un objet généralement en métal pour étouffer la flamme. À l'origine, les serrures et les incrustations en métal des meubles étaient disposées afin de refléter les flammes des bougies et d'amplifier la lumière pour mieux éclairer les maisons. Réapprendre cet art et cette manière de la disposition, recevoir chez soi sans allumer de lumière directe et crue, offrir ainsi au visage de ses convives une douceur sans pareille. La bougie donne d'emblée le ton à la soirée, l'atmosphère y est plus veloutée, les invités, les amis encore plus beaux. C'est une atmosphère de réconfort, de douceur, de chaleur ou de réparation si besoin. Atmosphère qui incite à la rêverie, qui nous emmène hors du temps. La bougie et la flamme viennent faire chercher quelque chose du fond de l'âme. Une flamme qui bouge entraîne à la méditation et aux choses essentielles. Une flamme qui brûle, il y a de l'intime et de l'intrigue dans la pièce. Un jeu de lumière et d'ombre qu'un des grands maîtres du clair-obscur a parfaitement illustré, Georges de la Tour, dans La Madeleine à la veilleuse. Oui, c'est au Louvre et il faut y aller, c'est une merveille. La flamme d'une bougie est une lumière que l'on s'offre et que l'on offre à ses invités à une époque d'électricité où elle n'est plus nécessaire. Avant, c'était le moyen de s'éclairer. Aujourd'hui, c'est une démarche vers le beau et le hors du temps. Merci pour cet éclairage, donc, Valérie. Merci Valérie. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, vous avez bien raison. C'est excellent. On revient dans un instant avec Sophie Rosenzweig. Pardon, je balbutie tellement cette émission est intense. Et Keren Anne. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, vous êtes évidemment les bienvenus. On a juste commencé sans vous, c'est excellent. C'est excellent, c'est l'histoire de leur passion et le partage de leur talent. Le talent aujourd'hui de Sophie Rosenzweig, grand reporter à Arte. Sophie a fondé l'association Voix sans frontières. Le talent également de Keren Anne. Keren Anne qui a mis un peu de son joli grain de sel dans cette année 2019. Et puis du bleu aussi, et du très beau bleu. Ne vois-tu pas venir les jours heureux? Ils sont bien là et dire que l'on vivait sans eux. Jusque-là, regarde les yeux, là tout au fond, ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu amoureux, qui n'ose guère, ce regard bleu, bleu d'entre deux, bleu d'adieu, qui me veut tout entière. On aurait aimé faire plus long, Keren Anne, mais on vous invite évidemment, vous qui nous écoutez, nos chers auditeurs, à prolonger le bonheur. Ces chansons et toutes les autres,
vous les retrouverez sur Bleu, le dernier album de Kerenan. Bientôt Noël, je dis ça. Vous avez raison de le dire. À propos de ce disque, mon confrère, l'excellent Laurent Borde, qui livre chaque vendredi une chronique bien sentie sur parisbazar.fr, a eu ces mots. On connaissait le bleu ciel, le bleu foncé ou le bleu marine qu'on évite dans certaines occasions. Il y a désormais donc la couleur bleu Kerenan, une couleur unique et précieuse, un bonheur. C'est ainsi qu'il concluait sa chronique. Il a aussi fait le vôtre, Kerenan, cet album? Chaque projet, en fait, tout processus de création, période d'écriture, période d'enregistrement, période vivante, me fait mon bonheur, oui, puisque je passe mon temps en studio à rassembler des choses, à imaginer des atmosphères et des environnements, à créer un paysage musical qui va avec l'album, donc bien évidemment. Et puis, je considère que j'ai une chance énorme de pouvoir effectivement passer mon temps à écrire et à composer, et que ce soit mon activité principale. C'est un mystère, la création. Moi, j'aime pas forcément qu'on dévoile le making-of, mais pour composer ces mélodies, inviter à ces voyages, peut-être très rare, moi, je trouve, dans le paysage de la chanson française aujourd'hui, on se dit que vous devez beaucoup observer, beaucoup flâner, vous perdre, vous égarer aussi parfois. Je pense que c'est l'observation, oui, mais j'étais toujours très très touchée par plein de songwriters d'Amérique du Nord et leur manière d'être, de raconter par narration. C'est le narratif qui m'intéresse, c'est toujours se mettre à la première personne. Le récit. Et le récit, puis l'écriture sans jugement. Je pense que pour faire du songwriting à cette manière-là, il faut énormément d'empathie. Donc même quand je parle de choses, quand on rentre un peu dans les chansons et quand je parle de choses qui n'ont pas été forcément le plus simple, je ne juge pas dans mes chansons, je ne juge pas l'autre et je ne me juge pas, donc je me permets de me dévoiler même avec les défauts. Et donc, et je pense que c'est intéressant musicalement aussi, parce que c'est l'équilibre entre les mots et l'histoire qu'on raconte et le zone de confort musical qu'on crée autour. Donc souvent, effectivement, moi personnellement, j'ai besoin d'un équilibre, une histoire qui pourrait à certains moments être sombre. J'ai besoin de l'illuminer avec la musique, avec les cordes, avec les fréquences graves du piano, faire un décalage aussi avec des instruments que je choisis, et puis des chansons plutôt joyeuses où je raconte quelque chose de plus tendre. J'ai envie de les rendre graves parce que je pense que cet équilibre, il est plus pragmatique, il est plus réel par rapport à mon expérience. Mais c'est un choix. Kerenan, un album, ça se porte forcément sur scène. Comment ça se vit une tournée ? C'est super d'être sur scène. J'aime beaucoup sur chaque période de tournée essayer de donner différentes facettes à l'album, parce que tel qu'il a été créé en studio, il existe déjà. J'ai aucun intérêt à l'emmener sur scène comme ça. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de tourner avec les Quatuors de Debussy, c'est-à-dire que de le traduire beaucoup en guitare, piano et puis Quatuor à cordes. Ça continue d'ailleurs en avril. Et puis le grand bonheur de le rendre plus rock aussi et de me retrouver sur scène avec basse, batterie, guitare, clavier, et puis d'essayer de faire carrément un show avec des lumières, avec du son. Il m'arrivera aussi de faire des concerts solo comme j'ai fait à New York l'année dernière, et puis il m'est arrivé aussi de le traduire avec une orchestre symphonique au TNB à Rennes. Et en fait, c'est ça qui est intéressant sur scène, c'est que continuer à créer des choses qu'on a déjà exprimées. J'aime beaucoup cet exercice. Et vous leur donnez tout d'un coup une autre dimension encore. Oui, je me fais plaisir aussi pour ne pas me répéter trop et puis avoir plein de nouveaux ingrédients avec lesquels jouer et m'amuser. C'est bien parce qu'on vous en plaisir, vous nous faites plaisir aussi, vous nous embarquez à chaque fois. Sophie Rosenweg, que vous inspirent les propos, les compositions également, vous qui êtes musicienne dans l'âme de Kerenan? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, très honnêtement, j'ai découvert Kerenan. Et je vous en remercie, parce que c'était une vraie jolie découverte. Vraie jolie découverte. J'ai écouté Bleu en boucle, en boucle. Merci beaucoup. Je vous connaissais que de nom. Je vous avais entendu en Israël. Mais je ne vous connaissais pas plus que ça. Et là, Bleu m'a complètement envoûtée. Il est dans ma voiture, tous les matins, je suis d'accord, pour aller à Arte, je suis dans Bleu et j'adore, je dois dire. Alors j'ai une sorte de presque de familiarité. C'est un drôle de sentiment, c'est de se sentir
proche. Oui, comme si vous me parliez à moi. C'est très très particulier. J'ai peu ce sentiment-là. C'est comme si je vous connaissais déjà. C'est quand je vous ai vu, j'ai dit tiens, mais de toute manière, j'ai écouté le disque, c'est bon, donc c'est fait. Là, c'est. Moi, j'ai envie de savoir, Kerenan, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, l'engagement et cet incroyable engagement d'ailleurs de déjà, Sophie écouter Sophie, ça m'a tellement touchée parce que je trouve que sa démarche, elle est pas seulement forte et extraordinaire, mais sa passion pour cette démarche est très très impressionnante. C'est beau de vous voir justement parler de cette expérience. Et j'aimerais à mon tour soit vous accompagner aussi, peut-être essayer de créer un programme avec justement l'association de mon amie Élise Bogossian, l'association Élise Care, pour les femmes Yézidis et les enfants à Bagdad, essayer de créer un programme peut-être avec le chant, avec la musique, pour essayer faire du gospel partout dans le monde. C'est excellent, ça se passe comme ça, je tiens à le dire quand même. J'adore vous entendre parler. Je me dis que décidément, oui, les femmes changeront le monde. Elles peuvent le changer en tout cas. Tellement mieux Si que elles les l'ont hommes. pas déjà fait. Merci de rester avec nous, Sophie Rosenzweig, Kerenan. On va partager avec vous encore une autre histoire. On aime ce qui est varié ici, en tout cas à Sud Radio. Et on va vous parler d'une reine, pas n'importe laquelle, qui nous revient à quelques longueurs de Noël, la Reine des Neiges. Si. On doit chanter. Sud Radio, c'est la stratégie de la semaine. Sud Radio, c'est excellent. Le talent, la stratégie de la semaine. Il y a un phénomène mondial incontournable en ce moment, c'est la Reine des Neiges 2. Tous les enfants accrochent, filles et garçons. Les mères abdiquent, je peux en parler, et achètent tous les produits Elle a tout dérivés. acheté. Une stratégie marketing bien huilée. Et oui, Olivier, je parle évidemment, comme vous l'avez compris, de mon expérience personnelle. Vous êtes une bonne maman, j'en ai jamais douté, Judith. D'ailleurs, quelques chiffres. La Reine des Neiges 1, c'était déjà 1,219 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Ça laisse songeur. 5 150 000 spectateurs en 14 semaines en France. Alors, on ne sait pas encore évidemment ce que ça va donner avec la Reine des Neiges 2 sur les écrans depuis quelques jours. Mais on suppose encore que ce sera de la folie totale. Total, c'est certain, il y a tout pour que ça marche. Une princesse moderne et incarnée, la Reine des Neiges, contrairement à la Belle au Bois dormant, par exemple, elle reste pas allongée 100 ans sur un lit à attendre que le prince charmant vienne la dériver. La délivrer. La dériver aussi. Ouais, c'est La sûr. dérivée, c'est sûr. Elle n'a pas besoin d'hommes, elle a des super pouvoirs, elle est belle, même si elle ressemble un petit peu à une Barbie. Mais bon, les gamins l'adorent et j'avoue, les mamans aussi. Alors c'est un beau Noël pour Disney. La France est le premier pays à avoir sorti le film le 20 novembre dernier. Ils veulent dépasser les 5 millions d'entrées du premier volet. Et les opérations promotionnelles, évidemment, se répandent jusqu'aux stations de ski. J'ai entendu ça. Ouais, c'est ça. Et alors on peut tout trouver, de l'assiette à la poupée, en passant par le château enchanté, le déguisement, les cheveux. Et oui, Judith, ils vendent même la tresse de la Reine des Ouais, j'en ai Neiges. 2 à la maison. Bravo. Ouais. C'est assez magique quand même. Je suis allée le voir, évidemment, le film avec ma fille. Dans la salle, vous avez tout. Vous avez les adolescents qui ricanent, les mamans, les papas, les garçons, les filles, les grands-parents. Toutes les générations sont représentées. Ah, c'est ça la force d'une bonne stratégie marketing. Ça touche tout le monde. Et même si le but reste bêtement, cyniquement, platement, le chiffre, quand l'histoire est bonne, la musique aussi, il y a du cœur quand même. Ça marche toujours, c'est indéniable. Alors la guirlande pour Mickey et juste les boules pour la concurrence. C'est pas moi qui l'aurais dit. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent. On revient dans un instant avec Sophie Rosenzweig et Kerenan. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont un jour fait le choix de la création et le pari de l'excellence. Ils se racontent et se rencontrent avec Sud Radio. Si vous nous rejoignez, vous avez raté énormément, mais vous êtes les bienvenus évidemment. Sophie Rosenzweig, grand reporter à Arte et fondatrice de l'association Voix sans frontières, ainsi que Kerenan, sont aujourd'hui nos invités. Sophie Rosenzweig, ces enfants soldats d'Ouganda pour lesquels vous vous êtes engagée, est-ce qu'ils peuvent être tous sauvés? Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis? Enfin, on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe En pour eux fait, maintenant. c'est terrible. C'est terrible parce que quand on les retrouve, nous, dans les centres de ce qu'on appelle les centres de réhabilitation, ce qui est un terme absolument épouvantable, c'est qu'ils se sont enfuis. C'est-à-dire qu'ils mouraient de faim, parce qu'il faut savoir aussi qu'on ne les nourrit pas quand ils sont enfants soldats. C'est pour ça qu'ils vont dans les villages piller, violer. C'est pour manger et pour dire qu'ils ont fait des exactions, parce que plus ils font des exactions, mieux ils sont récompensés. C'est une théorie du mal, quoi, tout le temps. Et en général, soit ils sont blessés, soit ils sont affamés. Et donc, ils vont dans les centres de réhabilitation, ils sont récupérés dans les centres de réhabilitation. Donc, ils ont nulle part où aller, en réalité. Ils sont perdus pour la société, puisque c'est des gosses qui ont tué, clairement. Ce sont des criminels pour l'État.
Ils n'ont aucun avenir. Leur passé est terrible et aucun avenir. Donc, quand vous allez à l'IRA, par exemple, le centre où on travaille avec ces 60 enfants soldats, la prison qui est à côté, c'est que des gamins qu'ils connaissent. C'est-à-dire, ils deviennent délinquants puisqu'ils n'ont rien. Donc, s'ils ne sont pas dans le centre de réhabilitation, il ne se passe rien pour eux. C'est-à-dire, ils finissent soit en prison, soit ils sont condamnés par la justice ougandaise. Et pour ceux qui ont rejoint justement Voix sans frontières, quel avenir est-ce que vous imaginez? Alors, nous, on essaye d'en faire des musiciens, on essaye de leur donner quelque chose. On voudrait créer une pépinière, une école de musique pour eux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de talents. C'est des gosses qui, une fois qu'on leur dit... Alors, on a monté un atelier d'écriture. Il y en a qui écrivent, qui racontent leurs témoignages, leur histoire. On voudrait en faire d'ailleurs un livre, puisque c'est des témoignages complètement hallucinants de gosses qui expliquent. Il y en a un qui me disait, mais vous savez, madame, alors il m'appelle madame, ça me fait tout drôle. Il y a 6 mois, on avait un cartable. Et puis là, on n'a plus rien. Et il se passe rien dans le camp. C'est-à-dire que c'est comme une salle d'attente. Un jour, ils m'ont dit, on nous a sauvé la vie, mais on nous a posé dans une salle d'attente. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on arrive dans un camp, dans le monde, combien de temps on y passe en moyenne? On y passe 17 ans. 17 ans Mais de c'est sa censé vie. être des camps de transit, en fait. Oui, sauf qu'il n'y a jamais rien au bout. Parce que l'ONU Comment est, ça se fait l'ONU Voilà. est débordée. C'est-à-dire que quand on les voit, moi j'ai travaillé avec eux, je travaille toute l'année avec eux, ils ont un premier camp qui s'appelle MVP, où ils font les soins d'urgence. Et là, ils sont excellents. C'est-à-dire, ils vaccinent, ils raccousent, ils recréent les familles, ils font un boulot formidable d'arrivée pour l'arrivée en urgence. Puis une fois que les gens sont à peu près requinqués, on ne pense plus du tout à ce qu'ils sont. On leur donne un numéro et on les pose dans le camp d'à côté qui s'appelle le camp de Bidi Bidi, où là, aujourd'hui, ils sont 295 000, c'est-à-dire la taille de la ville de Strasbourg. Et il ne se passe plus rien. Il y avait Ils ont de la un nourriture. très beau film qui parlait de ça, Va vie et devient, C'est justement. ça, c'est exactement ça. De Radouille Milano. Ouais. Tout à fait. ouais. Et en fait, on leur sauve la vie et on leur donne rien en échange. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, vous attendez maintenant. Un jour, il y aura peut-être la paix, peut-être un jour. Mais ces enfants, il faut savoir qu'ils vont jamais retourner au Sud-Soudan. C'est fini. Leur histoire, elle est ougandaise maintenant. Ils parlent l'anglais, ils apprennent l'anglais. Il faut savoir qu'au Sud-Soudan, il y a 89 langues vernaculaires. Donc, dans le camp, ils se comprennent même pas. Ouais. Donc, la seule langue commune, c'est l'anglais. Ce qui est très bien. Ils apprennent une langue, c'est au moins ça. Mais ils n'ont aucun avenir. Il n'y a rien. Et si on leur donne pas des choses à faire, j'avais vu le ministre pour Arte, j'avais vu le ministre des réfugiés qui m'avait dit si l'Union européenne ne donne pas un coup de main, mais ce seront ils vont vouloir venir dans les bateaux. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont déjà tout perdu. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et c'est très juste. Donc, de les aider, c'est aussi nous aider en réalité. Bien sûr. Parce qu'on leur donne d'abord un avenir, on leur donne une dignité. C'est-à-dire que quand on les fait chanter, ils deviennent des humains. Ils sont plus des numéros. Et vu mon nom, vous comprenez que d'avoir un numéro, c'est très compliqué. Donc moi, quand j'ai vu qu'ils avaient des numéros, alors c'est des numéros de l'ONU, ça n'a rien à voir, Ouais, il mais faut bon. surtout pas confondre. Bien sûr. Mais néanmoins, Oui. on perd une identité. Quand on a un numéro, on n'a plus un nom. Sophie Rosenzweig, vous évoquiez tout à l'heure cette petite patience, hein, Oui, mon amour. qui a dû apprendre ces chansons sur la route qui l'a mené justement jusqu'à votre association. J'ai envie qu'on l'écoute un petit peu, cette patience. C'est eux qui ont écrit la chanson. Encore une fois, j'ai les images en tête. Très Vous qui nous touchant. écoutez, prenez le temps justement de découvrir ce reportage. C'est pour l'instant un court extrait, bien Oui. évidemment, mais on voit littéralement ces enfants changer à mesure qu'ils chantent. Ils Pour en venir- s'épanouissent, ils Ils s'épanouissent. grandissent. Ah oui, non, puis la lumière entre en eux. Là, on Ah le oui. sent très clairement. C'est à Antenne 2, pour remonter un peu votre propre parcours, Sophie Rosenberg. Oh. Antenne 2, à l'époque que vous avez fait vos débuts, vous étiez à Berlin lorsque le mur Oh. est tombé. Ça nous Sacrée rajeunit histoire tous. aussi, celle-là. Ah oui. Mais comment est-il né, pour bien comprendre, comment est-il né chez vous ce besoin de partir loin de vos repères pour porter le récit du monde? Alors, en fait, Berlin, c'était pas loin de mes repères, puisque mon papa est né à Berlin. Et donc, quand le mur de Berlin est tombé, à Antenne 2, à l'époque, ça s'appelait Antenne 2 et pas France 2, on était très peu de germanophones. Très, très peu.
Et donc, Christine O'Krent voulait faire un direct là-bas. Et je revenais de Leipzig. J'étais rentrée à Leipzig. Où alors, il y a une chose très drôle, c'est que le pasteur qui faisait les manifestations était dans l'église de Jean-Sébastien Bach. Et pour des raisons compliquées, j'étais la seule télé française à être sur place. Et le pasteur avait pas de chance, il s'appelait Pasteur Fureur. Et moi, je vois son nom et je me dis, si j'étais jeune pigiste, j'avais 24 ans, je me suis dit, si je mets à Antenne 2 Pasteur Fureur, on va jamais écouter ce qu'il raconte, ce pauvre monsieur, alors qu'il était absolument génial. Donc, pendant toutes les manifestations, je l'ai appelé Pasteur F. Et il est resté dans l'histoire Pasteur F, le pauvre garçon. Il est mort Pasteur F. Donc ça, c'était un détail, mais c'est pas de chance, il s'appelait Pasteur Fureur. Bon. Et on était donc à Berlin, et c'était pour moi extrêmement touchant, puisque mon père était parti de Berlin pendant la guerre. Je connaissais très bien cette ville, j'avais une partie de ma famille à Berlin-Est. Et je me disais, il faut que j'y sois, quoi. Et donc, j'ai dit à Christine O'Krent, je veux y être. Il faut que j'y sois. Il faut que j'y sois. Je peux pas, je suis jeune journaliste, je parle l'allemand, j'y vais. Et elle m'a dit, bah, allez, dans l'avion, et on y va, et on fera. Et bon, c'était magique. Berlin, c'était magique. Sophie Rosenzweig, il y a cet engagement dont vous avez magnifiquement parlé, qui déjà en soit une réponse. Mais qu'avez-vous retenu de ces années de grands reportages? Je veux dire, que vous ont-elles appris sur l'homme et sur vous? Alors, sur moi, elles m'ont appris que j'étais extrêmement fragile. Et qu'il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était la vie au moment où on la vivait. C'est-à-dire que c'était le moment présent du partage avec l'autre. Et qu'il est toujours possible de tendre la main. Quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous êtes, vous pouvez tendre la main. Vous êtes en Somalie avec des gens qui n'ont strictement rien. Je me rappellerai toujours, j'ai laissé une bague un jour comme ça. Une dame qui avait rien. Et 10 ans après, sa fille est venue me voir à la télé. Elle m'a dit, Madame, vous avez donné cette bague à ma maman. J'ai dit, mais comment vous êtes là? Comment vous savez que c'est moi et tout? Ben, vous aviez laissé votre carte. Donc, je savais que vous existiez. Et maintenant, ben, je suis étudiante à Paris. Et je suis venue vous dire merci pour ma maman. Jamais j'aurais imaginé ça. C'était rien, quoi. C'était juste une petite bague. Que Bien près du micro, Sophie Rosenzweig. Oui, c'était une petite bague que j'avais laissée. Juste. Et cette jeune fille faisait des études de droit à Paris. Et elle est venue me voir. Sophie Rosenzweig, vous dites fragile, mais moi je trouve que vous avez une sacrée force. Je suis très impressionnée par votre dextérité. Déjà, d'être grand reporter de guerre quand on est tout court, c'est compliqué. Mais alors quand on est une femme, on suppose que c'est d'autant plus compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup plus que moi, vous savez. Non, mais on se compare pas aux autres, là on parle de vous. C'est vous qui nous intéressez. Voilà, vraiment. Est-ce que vous avez eu peur, des fois, souvent? Comment ça se passe un peu sur le terrain? On a envie de savoir. Quand on a peur, moi j'étais place Tarrière, où on a été agressé, c'était horrible. On a très très peur. Et là, on se dit, mais pourquoi on fait ce métier? Finalement, j'ai une fille à la maison, elle m'attend. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là, quoi? Est-ce que c'est vraiment ma cause? Et en même temps, on peut pas ne pas y aller. On peut pas ne pas y aller. Qu'est-ce qui vous meut? Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller quand même? Quand j'ouvre, quand j'entends à la radio, parce que je suis une fan de radio, quand j'entends à la radio que ça bouge quelque part, ne pas être à l'endroit même où ça se passe, mais c'est un ça devient presque une drogue en fait aussi. C'est complètement une drogue. On a besoin de voir en vrai ce qui se passe, d'aller témoigner. C'est essentiel. Je suis persuadée que si on explique aux gens ce qui se passe, on change le monde. Voilà. J'ai toujours pensé ça. Et je suis sûre que dans l'histoire contemporaine, si on avait expliqué aux gens ce qui se passait, la Terre tournerait autrement. Sophie Rosenzweig, on ne fera pas le tour, vous pensez bien, en une émission, si dense soit-elle, de tout ce que vous avez à nous dire. Donc on prend date, il faudra revenir. Avec grand plaisir. Vous êtes la bienvenue. C'est toujours évidemment, c'est excellent sur Sud Radio. Et là maintenant, c'est l'instant où on sort. Sud Radio, c'est excellent. L'instant culture. Sophie Rosenzweig, vous avez une petite recommandation culture pour nous? Ah oui, il faut écouter du Lise Macron. C'est obligatoire. Pourquoi elle? Moi, j'ai mon idée, mais vous? D'abord que c'est la reine du gospel, c'est la plus belle des voix du gospel. C'est une femme formidable. Elle a fait un concert à Strasbourg, au Zénith. C'était... on s'en remet pas tellement c'est beau.
c'est obligatoire. Il faut avoir un CD de Lise McComb dans sa bibliothèque. C'est pas Bientôt possible Noël. sinon. On vit pas sinon. Pour un Noël de goût, écoutez Lise McComb, Absolument. en gros. Valérie, votre recommandation pour un Noël de goût? Une bougie. Bon, alors, pourquoi pas, en tous les cas, avec une bougie. Ouais. Écoutez, pour continuer à parler musique, j'ai un grand coup de cœur pour Marie Laforêt qui n'est plus là depuis quelques Oui, très jours. bien. Oui. Et je dois vous dire que je berce toute ma famille avec les chansons de Marie Laforêt qui m'ont bercé moi-même. Donc j'aurais envie de vous dire, achetez-vous l'album avec Boris, avec voilà, Mon amour, mon ami. Voilà, elle n'a pas que des yeux d'or, elle avait aussi une voix d'or. Joliment dit. Et moi, je conseille à toutes les mamans et toutes les petites La filles, Reine des Neiges. La Reine des Neiges 2 au Grand Rex, Féerie des Eaux, incontournable. Sophie Rosenzweig, Keren Anne, vous recevoir a été un grand bonheur. Merci à toutes les deux. Merci à toutes d'avoir pris le temps de Merci. Sud Radio. Autre histoire de création, autres invités. C'est excellent, on revient la semaine prochaine. Nous serons aux Deux Magots avec Laurent Deutsch et Ibrahim Malouf. D'ici là, plein de belles choses à vous. Excellente et Excellente, passionnante. passionnante. Et merci surtout de rester fidèle à Sud Radio. C'était excellent.